peut-être, Thibaut, maintenant, si vous voulez, prendre la main pour la suite, alors voilà, alors attendez. Thibaut Fleury, donc, qui est directeur général d'Efficience Santé au Travail, et Hervé Baudeloc, donc, qui en est le médecin coordonnateur. Donc, j'allais dire, deuxième exemple parisien. Nul n'est parfait, on a aussi des Parisiens dans la salle. Hein, et voilà, et merci à tous. Donc, merci à vous. Et donc, en polyphonie à tous les deux. Et puis après, Sébastien, on vous demandera si vous pouvez, encore une fois, dans l'hémicycle de Mercure, et plus que ça, nous donner votre sentiment. Thibaut, c'est à vous. Bon, c'est bien que l'Île-de-France soit bien représentée, c'est le plus gros bassin d'emploi quand même. Donc, sur la question des données, ça va avoir toute son importance. Je compléterai un petit peu, ou j'irai dans le sens de ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. On est tous les services de santé au travail, je pense, bien modestes. En tout cas, il faudrait qu'on soit, pour la plupart, bien modestes face aux données, puisque, par exemple, Efficience, depuis 2019, les dossiers sont censés être tous informatisés, et a priori, je n'ai plus de dossiers papier dans les tiroirs. Mais est-ce que ça veut dire que dans mes dossiers, j'ai les données attendues? Je sais par expérience que bien des dossiers sont vides. Voilà. Donc on a un travail, et heureusement qu'il y a sans doute le décret du 15 novembre qui est sorti, même si les recommandations de la HS étaient déjà là. En tout cas là, ça va obliger... C'est un décret. Ça devrait pousser à ce que les données soient mieux présentes. Je réagirai aussi à la dernière intervention en disant que la réflexion, et Hervé complétera tout à l'heure, mais la réflexion d'Efficience Santé au Travail par rapport à ce qui était dit sur la prédictivité de la PDP, de la désinsertion professionnelle, on l'envisage sous l'angle, pas seulement de se dire tiens ça va arriver, c'est bien de savoir que ça va arriver, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité, quand on sait que en moyenne il y a une sortie de l'emploi à 45 ou à 50 ans, qu'est-ce qu'on peut construire avec l'entreprise pour qu'on s'y prépare? Et qu'est-ce qu'avec le salarié qu'on reçoit, le médecin qui le reçoit en visite ou l'infirmier, qu'est-ce qu'on va lui dire et comment on va peut-être le pousser à être acteur de sa carrière sur non pas l'an prochain, dans 10 ans, etc., mais sur l'ensemble de sa carrière 40 ans. Donc c'est le questionnement aujourd'hui qu'on peut avoir sur l'action à mettre en place, parce que juste savoir que ça va arriver, c'est bien, mais trouver des solutions palliatives, c'est encore d'un certain côté-là, on peut dire la donnée, la connaissance des choses comme support de dialogue opérationnel, côté employeur, côté médecin, côté salarié. Alors c'est là où nous on est modeste aujourd'hui vraiment sur les données issues du DMST, parce que finalement il n'y a pas grand-chose de si utilisable que ça, hein. Si ce n'est ce que disait Laurent tout à l'heure, on a des données sur l'âge, le sexe, l'emploi, les carrières. Donc ça, il faut déjà qu'on les croise et on a des choses à faire là-dessus. Donc nous on essaye de travailler aujourd'hui sur le secteur d'activité et on essaye de prioriser. Voilà. C'est-à-dire que on le voit sur les CPOM, on nous demande des choses qui sont souvent très très larges. Et grâce aux données que l'on a quand même dans nos dossiers, ça nous permet d'aller investiguer, de se dire tiens, tel type d'entreprise, je vais m'adresser à elle. Alors sur des choses très basiques, on l'a vu pendant le Covid, c'est de se dire tiens, sur ce type d'entreprise-là qui est face à tel risque, ben, je vais construire une information spécifique pour elle et je vais la pousser. Ça a été la première chose qu'on a pu faire. Donc sur le mode newsletter par exemple. On a eu une autre action pendant... Là, c'était par exemple par secteur, C'était plusieurs secteurs. En fait, on priorisait les gros secteurs qui étaient concernés sur le Covid, sur le maintien d'emploi ou sur le maintien d'activité pendant le Covid. Et on a poussé, on a créé des informations spécifiques sur ce secteur-là et on les a poussées directement. Et dans le prolongement, et ça c'est pour essayer d'embarquer les équipes, ce que l'on a fait, c'est en fait, on a fait du phoning. On a vraiment priorisé toutes les informations par secteur d'activité pour leur donner les meilleurs conseils, les conseils les plus appropriés. Et on a donné les listings à nos assistants et à nos infirmiers, etc. Et en disant, ben, là, vous allez les contacter, et en essayant à la fois de pousser ces messages-là et de récolter des informations complémentaires pour voir où est-ce qu'ils en sont et comment ils vont. Ça, c'est pour essayer d'acculturer davantage nos équipes sur l'utilisation des données de masse. Mais c'est vrai que sur le fond du DMST aujourd'hui, ce qu'on arrive à en faire, il
encore très très light, alors qu'on a chez Efficience 270 000 salariés, donc normalement 270 000 dossiers actifs. On a 1,8 million ou 2 millions de dossiers inactifs, donc c'est-à-dire que si on avait des dossiers qui étaient bien renseignés sur les expositions professionnelles, sur les pathologies professionnelles, etc., on pourrait effectivement avoir de la prédictivité beaucoup plus forte. Voilà. Autre exemple d'utilisation des données, et c'est très basique, aujourd'hui on demande, et je crois que tous les services le font, aujourd'hui on demande à toutes nos entreprises de dire si elles ont une évaluation des risques qui est faite. Jusqu'à présent, nous n'en faisions pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est une priorité pour nous, et donc on a un indicateur de gens à contacter sur les TPE, puisque c'est ça qui nous intéresse, et on va les contacter, et on va essayer de transformer des documents uniques avec eux. Et là, on pourra montrer que sur une donnée basique, en fait, on progresse et qu'on est pertinent. Voilà. Donc c'est à peu près les exemples que je pouvais donner, et je pense que notre ami Hervé va creuser le côté prédictif. Oui, et merci là, parce qu'on voit bien la relation entre l'identification, la mobilisation de la donnée, et finalement la décision, la construction de l'action tout à fait ciblée. Ah, c'est jusqu'à présent, en tout cas Efficience, on avait des données qu'on essayait de récolter, etc., mais on ne faisait pas grand-chose. On essayait d'aller de l'améliorer. Alors c'est bien d'essayer de l'améliorer, mais s'il ne se passe rien, à part de l'amélioration, en fait, ni les adhérents ne voient ce qui se passe, ni nos organes de tutelle ne voient ce qui se passe. Donc on préfère quand même aller dans l'action, même si les données ne sont pas aussi qualitatives. En plus, visibilité vis-à-vis des tutelles, ce qui n'est pas mauvais. Donc voilà. Hervé, pardon, c'est à vous. Oui, merci, bonjour à tous. Déjà, effectivement, je voulais dire que ça fait plaisir de voir autant de personnes qui réfléchissent sur l'utilisation des données de santé. Je pense qu'on est tous convaincus que là, on a vraiment un gisement très important, notamment, comme l'indiquait Laurent Ecke, pour bien cibler nos interventions, parce que les ressources ne sont pas illimitées, malheureusement. Il y a aussi un autre enjeu qui ressort bien des débats, c'est la qualité de la data, la qualité de la saisie, à la fois en termes de quantité, il faut qu'il y ait des choses, et puis en termes de qualité, il faut que les choses qui soient saisies soient homogènes. Moi, je pense que pour ça, il y a un levier important, c'est qu'il faut que le médecin du travail ou l'infirmier qui saisit des datas de santé, ils trouvent leur compte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intérêt personnel. Je le dis d'autant plus que je suis médecin et encore médecin de terrain, donc je fais des consultations. Et je pense que là-dessus, on pourrait facilement en fait, avoir un levier, notamment quand on est médecin, encore une fois, de terrain. Je vois que les logiciels pourraient peut-être être un peu plus intelligents, dans le sens où, par exemple, si on rentre qu'un salarié à 17 de tension, qui fume 20 cigarettes par jour, qui pèse 150 kg, pour 1m80, si je réinterroge le dossier, il va me dire que personne à 17 de tension, qui fume 20 cigarettes par jour et qui pèse 180 kg. Donc, c'est pas très utile en termes d'analyse de data. Ce qui serait utile pour un médecin et une infirmière, c'est que dans le logiciel soit intégré, par exemple, au niveau individuel, un scoring automatique du risque cardiovasculaire. Et avec ces données, en fait, il pourrait simplement nous dire, en direct, alors qu'on est face au patient, attention, avec les données que vous avez rentrées, vous avez un patient qui est face à vous, qui a un risque individuel cardiovasculaire élevé, et ça peut être bénéfique pour lui de faire une intervention sur ces différents facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, notamment, dans mon exemple, le tabac. Donc ça, ce serait intéressant, voilà, individuellement face aux salariés, et je pense que, encore une fois, ce serait de nature à motiver les professionnels de santé, parce qu'ils pourraient avoir, de la part du logiciel, une alerte, en fait, un pop-up qui pourrait les alerter là-dessus. Il y a un autre exemple aussi qui pourrait être intégré dans les logiciels médicaux, qui pourrait être là sur les recommandations de bonnes pratiques en termes de prévention, et ça rejoint un peu ce que je viens de dire, notamment si on a des salariés, parfois les salariés nous disent, ben voilà, mon père a fait un cancer colorectal à l'âge de 50 ans, et on sait en tant que médecin qu'il faut du coup, que la personne qui est apparentée de premier degré puisse faire lui-même un examen précoce, une coloscopie précoce, parce qu'il a un risque de cancer colorectal plus élevé. Donc là encore, le logiciel pourrait simplement nous dire, attention, votre patient présente un risque plus élevé, il est important de l'informer de tel et tel élément, conformément aux recommandations de bonne pratique. Donc ça me paraît être quelque chose qui est peut-être pas forcément très complexe à mettre en œuvre, et qui pourrait être fait demain. La vision qu'on a avec Thibaut, notre directeur général, aussi sur là, peut-être plutôt après-demain, c'est une vision qui rejoint celle qui a été mentionnée sur la prédictibilité des inaptitudes.
on voit bien que notre rôle est quand même, bien sûr, de faire du maintien dans l'emploi et de manière ultime d'éviter les inaptitudes. Et même s'il y a là aussi des recommandations qui sont sorties de la HAS en 2019 sur des facteurs de risque qui sont associés à l'inaptitude, on voit que ce document, même s'il est très intéressant, il vient agréger des données, des études qui sont des études qui viennent de l'étranger, qui en tout cas voilà, sont peut-être pas complètement en phase en termes socio-économiques avec l'écosystème français. Et là, si on regarde un peu ce qui se fait en termes de machine learning, on peut tout à fait envisager, sous réserve bien sûr d'avoir les accords RGPD, CNIL et comités d'éthique, de pouvoir utiliser la masse de données dont on parlait tous, les millions de dossiers pour proposer là aussi de développer des algorithmes d'apprentissage supervisé. On voit bien comment ça peut être réalisé par des startups, notamment françaises, de pouvoir associer un dossier, puisqu'on a des dossiers d'inaptitude à foison chacun dans nos services, et on est capable de voir peut-être la vie précédente, 6 mois avant, 1 an avant, 2 ans avant, je ne sais pas, et de pouvoir associer à ces dossiers, donc 1 an avant, ce qu'ils appellent un tag, c'est-à-dire un label. On saura que cette personne a été mise inapte 2 ans après, et pour les dossiers sur lesquels les personnes n'ont pas été inaptes, là on pourra taguer qu'il n'y a pas eu d'inaptitude. Donc avec de l'apprentissage supervisé, on est capable, avec une masse de dossiers importante, de retrouver du coup les facteurs de risque prédictif, c'est des statistiques, qui pourraient être associés à ces inaptitudes. Là aussi, encore une fois, quand on regarde un petit peu ce qui peut se faire sur ces algorithmes d'apprentissage supervisé, on peut après les utiliser en mode courant et voilà, avec un peu de travail et un peu de persévérance, pouvoir en direct là aussi et de manière individuelle avoir une évaluation de la part du logiciel quand on est face à un patient qui nous dit ben, effectivement là il y a un risque supérieur, en tout cas renforcé d'inaptitude et il est important de faire une action. Alors plutôt sur le milieu de travail, là, pour le coup je rejoins un peu la vision de Laurent avec eux, mais en tout cas ça cible bien les secteurs d'activité, les salariés qui sont plus à risque, et ça permet d'affecter et d'allouer des ressources aux bons endroits et au bon moment, ce qu'on cherche tous à faire dans un peu professionnel. Ok, merci Hervé à la fois de la réaffirmation de ces principes et de ce vers quoi il faut aller à l'avenir, et merci de nous redire aussi, moi je vois ça converge avec toutes les conversations qu'on a eues ensemble globalement pour préparer ça, sur l'importance, j'allais dire que ceux qui saisissent ou ceux qui contribuent quelque part aux bases de données en voient bien les faits, parce que sinon, si vous rentrez, je veux dire que tous et tout un chacun qu'on a interviewé là-dessus, de dire ici, c'est un travail qui est plus que de bénédictin, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas forcément l'impact immédiat de ce qu'on fait, on a besoin de ça. Alors, on voit bien là ce que vous avez bien montré à la fois par les approches de segments, de population, de cibles, d'actions, ou l'exemple de Christine aussi sur une salariée et une problématique, et merci de nous l'avoir éclairé là-dessus plus précisément. On voit bien effectivement ce vers quoi il faut aller. Alors,